et à tous en vos grades, fonctions respectifs. Chers amis marins, bienvenue à cette nouvelle conférence organisée par le commandement de la Marine à Marseille. Je tiens d'abord à excuser le vice-amiral Mathieu, commandant de la Marine à Marseille et commandant du bataillon de marins-pompiers, qui n'a pas pu être présent parmi nous. Aujourd'hui, nous aurons l'honneur d'écouter le commandant Emmanuel Desrands, vice-président Fleet and Terminals Efficiency chez CMA-CGM, et son adjoint, M. Florent Nalin. Ils vont vous parler d'un sujet central pour le commerce mondial, la transformation du transport maritime face à la décarbonation. Cette conférence abordera notamment l'optimisation des horaires et de la performance portuaire pour réduire l'empreinte carbone, l'adoption de nouvelles technologies et de carburants plus propres, ainsi que l'intégration de l'intelligence artificielle et de la digitalisation dans la gestion de la flotte. Je profite également de cette occasion pour vous annoncer notre prochaine conférence qui aura lieu le 18 novembre et elle sera consacrée à l'évolution de la batellerie avec le commandant de la flottille amphibie. Voilà, je vous souhaite une belle conférence. J'aurai le plaisir de vous retrouver à la fin pour un moment d'échange et de questions avec le conférencier. Commandant, c'est à vous. Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Bonjour à tous, je suis Emmanuel Desrands, vice-président des opérations du groupe CMA-CGM, et je vais vous exposer comment nous décarbonons au maximum, comment on a commencé et comment on voit l'avenir. Donc, je vais d'abord présenter le groupe. Donc, le groupe CMA-CGM, vous le connaissez tous, c'est cette fameuse tour qui est à l'entrée de Marseille, 147 mètres de haut en 3 étages. 3000 personnes dedans, enfin 2700 et 400 dans le bâtiment d'à côté. Au sein de cette tour, on a placé le CMA-CGM Fleet Center, c'est un petit peu la tour de contrôle des navires à travers le monde. Et il y en a 3 dans le monde, il y en a un à Miami, un à Marseille, un à Singapour. Alors on n'a pas fait ça pour des raisons géographiques, on a fait ça pour des raisons humaines. C'est-à-dire que ça permet aux commandants qui travaillent dans ces différents centres de toujours travailler de jour. Et en fait, Marseille va passer la main à Miami le soir. Et le lendemain matin, Miami passe la main à Singapour. Et ensuite, Singapour va passer la main à Marseille. Comme ça, nos commandants qui sont dans ces centres travaillent toujours de jour. Parce que le travail qu'on leur demande, c'est de surveiller le monde entier et les 700 navires du groupe. Voilà. Et donc c'est eux qui vont assurer la sécurité de nos équipages, de la flotte et de la marchandise, optimiser, vous allez voir, nos routes maritimes, garantir la sécurité de ces routes maritimes et réduire notre empreinte environnementale. Vas-y. Donc, on va faire un petit grain d'histoire. En 1990, le transport maritime et sa relation à sa clientèle, c'était la course à la vitesse. J'ai le souvenir d'avoir passé Singapour à 27 nœuds. 27 nœuds, c'est plus de 50 km/h. Donc, c'était il fallait toujours arriver plus vite, plus tôt, et faire un transport. On n'était pas attaché à la consommation, aux émissions carbone, ça n'existait pas dans les années 90. Ce qu'il fallait, c'était arriver le premier. Ensuite, en 2000, on a eu l'apparition de ce qu'on appelle le slow steaming. Donc, c'était pas l'idée de la décarbonation, c'était l'idée de moins consommer. Mais automatiquement, quand on consomme moins, on émet moins. C'est une simplification de l'époque. Donc, slow steaming, réduction de la consommation. Et là, on a vu les premiers effets de la réduction de la vitesse sur la consommation et donc sur les émissions. 2010, premier rétrofit Karen Ellis. Qu'est-ce que c'est? En 2010, en fait, toujours dans l'idée, non pas des émissions carbone, mais de la diminution des émissions de fuel, on a commencé à changer un petit peu le fonctionnement des navires, donc rétrofit des moteurs, et on a changé l'ensemble Karen Ellis parce que au lieu de naviguer au-dessus de 20 nœuds, comme le faisaient les navires des années 90, on a fait les navires naviguer en dessous de 20 nœuds. Et donc, pour que le rendement Karen Ellis soit toujours optimum, il a fallu qu'on change les bulbes des navires et il a fallu qu'on change les profils des hélices. Donc, c'est des rétrofits qui ont eu lieu à cette époque-là. Ensuite, en 2020, premier navire au GNL,
est aujourd'hui premier navire au méthanol en 2025, il y a quelques mois. Donc, je vous ai mis sur le côté l'image de la courbe. Donc, juste pour que vous ayez à l'esprit, entre 2006 et 2025, entre 2006 et 2025, les émissions carbone pour transporter un conteneur sur 1 kilomètre ont été divisées par 2. Entre 2006 et 2025, les émissions carbone pour transporter un conteneur sur 1 kilomètre ont été divisées par 2 dans le monde maritime. Voilà. Et l'objectif, c'est d'arriver à la neutralité carbone en 2050. Vous avez vu, j'ai mis un petit gap. C'est parce qu'il y a une partie qu'on va devoir compenser. On n'arrivera pas à ne pas émettre du tout, il y a une partie qu'on va devoir compenser. Voilà. Vas-y. Le monde. Vous l'avez sous les yeux, donc ce que vous voyez là, ce ne sont pas des enregistrements. Tout ce que vous allez voir à partir de maintenant, c'est réellement ce qui se passe. Donc là, vous avez le monde, avec les tempêtes tropicales, etc. Et donc, le travail que nous devons faire dans l'industrie maritime, c'est que ces bateaux, pour aller du point A au point B et revenir, doivent émettre le moins de CO2 possible. C'est ça l'objectif. Donc pour ça, on va se passer à la slide suivante. Pour ça, pour que vous compreniez bien, voilà, là on a synthétisé la même chose de manière en dessin. Donc vous voyez bien qu'une rotation complète d'un bateau, là on vous a pris un phase. Il y a différents arrêts dans les ports. Donc en rouge, ce qu'on appelle le head-haul, et en bleu, le backhaul. Donc il est évident que le bateau va passer du temps dans les ports et du temps en mer. Je caricature la situation des années 90. On part du Havre et on va directement à Shanghai, ou Ningbo. Et là, on va aller le plus vite possible. C'était les années 90. Et on va arriver devant Ningbo, le quai ne sera pas disponible, donc on va mouiller, en attendant que le quai soit disponible. Donc on aura émis beaucoup de CO2 parce qu'on aura été à fond. On va mouiller pour attendre le quai devant Ningbo. On va encore émettre du CO2 alors qu'on ne produit pas de déplacement, on ne produit pas de service. Ensuite, on va arriver à Ningbo et les opérations vont durer un certain temps. On peut imaginer qu'on ne mette pas tous les portiques à disposition et donc que les opérations traînent. Et si les opérations traînent, donc le navire prend du retard. Et donc pour rattraper le schedule qu'on a mis en retard, pour arriver à temps à Shanghai, on va devoir à nouveau accélérer. Donc en fait, comme les opérations ne sont pas disciplinées, on voit bien qu'on émet beaucoup plus de CO2. Donc la première chose à faire, quand on veut diminuer son empreinte carbone, c'est discipliner le schedule. Donc ce qu'on va faire, on va réduire la vitesse pour aller à Ningbo. Donc on va dire aux gens de Ningbo, au lieu d'arriver le lundi, on va arriver le mercredi. Premier effet. Et on va s'assurer que quand le bateau arrive le mercredi, il y a de la place à quai. Comment on fait ça? Là, on a sur la carte toutes les escales des navires dans le monde. Donc on va zoomer sur Singapour. Cette semaine, donc on a vu, il y a eu 162 escales à Singapour par le groupe CMA-CGM. Là, nous avons ce qu'on appelle le Digital Work Plan. Donc on a la liste des navires, un peu comme à l'aéroport. On a leurs heures d'arrivée, leurs heures de départ, et l'état du chargement, déchargement du navire. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le commandant du navire va avoir un request time of arrival, une heure d'arrivée déterminée par le terminal. Donc ce commandant, quand il part, il sait qu'il doit faire par exemple 16 nœuds. Donc il part à 16 nœuds, tac. Et plus il va s'approcher du terminal, plus il va devoir faire attention à ce qui se passe sur le navire qui est à sa place. Si le navire qui est à sa place n'a pas fini ses opérations, il ne pourra pas prendre son quai. C'est pour ça qu'on voit le bar graphe qui est là, qui montre au commandant qui est encore en mer, qui doit prendre la place de ce bateau, à quelle heure va finir ce bateau pour pouvoir prendre sa place. Donc, si le bateau prend du temps à finir, on va ralentir le bateau qui est en mer. Si le bateau qui est à quai
accélère ses opérations, on va accélérer le bateau qui est en mer pour pouvoir avoir un accostage qu'on appelle just in time, sans mouillage, mais sans temps d'attente. Parce que si jamais le terminal a un trou, sans bateau, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va le combler, parce qu'il ne veut pas perdre d'argent, le terminal. Donc il va introduire un navire qui va venir retarder notre bateau qui était à l'heure. Donc ça veut dire qu'en temps réel, la discipline du monde maritime fait qu'on doit sans arrêt ajuster notre vitesse pour arriver au moment où le bateau précédent va finir ses opérations. Et ça se fait en direct, comme vous le voyez, sans échange. Ce logiciel, il est à la tour, ici à CMA-CGM, Marseille. Et le logiciel qui communique avec ce logiciel, celui qui nous donne ça, il est à Singapour. Et il n'y a pas d'échange humain. C'est directement leur logiciel qui communique avec le nôtre. Et donc, une fois que la date de fin d'opération arrive ici, nous, on communique directement avec le bateau. Donc, lui, le bateau, il sait directement à quelle heure il doit arriver. Vous pouvez m'interrompre à tout moment, me poser des questions à tout moment. S'il y a un truc que vous n'avez pas compris ou si vous avez des précisions, n'hésitez pas. Donc, qu'est-ce que ça donne en réel? C'est ce qu'on appelle le vertical timeline. Vous avez ici l'échelle de temps qui défile, là, les quais des navires, les quais du terminal. Et donc, nous, ce qu'on ne veut pas, c'est ça. Ça, c'est pas possible de mettre deux bateaux au même endroit. Donc, ce que va faire l'agent, il va prendre le bateau et le déplacer. Et là, on a vu, en direct, le T a changé. Donc, le bateau sait qu'il doit arriver à 15 heures. Il a plus d'opérations commerciales à faire, où il y a moins de portiques, on va changer la longueur. Donc, en fait, on va pouvoir, en temps réel avec le terminal, gérer les opérations de nos navires de manière à ce qu'il passe le moins de temps possible à quai pour maximiser son temps en mer à une vitesse la plus basse possible. Est-ce que c'est clair? Ouais. Donc, et ça, c'est là on vient direct, on voit ici l'heure d'arrivée, l'heure de départ, et ça, c'est envoyé directement au bord, sans aucun acte humain. Continue. Donc là, on a vu comment on déterminait l'heure d'arrivée du bateau. Hop. Vous avez bien compris, hein. Moins on passe de temps à quai, plus on passe en mer, surtout pas au mouillage, et moins on émet de CO2. Ça, c'est la régularité, la discipline dans le schedule. Hop, vas-y, continue. Là, on va parler des différentes sources d'énergie. Donc, ce qu'on vient de voir, ça représente environ, on va dire, 30% de la décarbonation. La rigueur dans le schedule, c'est environ 30% de décarbonation. Là, on va encore avoir, vous voyez, entre 85 et 60% de décarbonation, en fonction du combustible qu'on va utiliser. Donc, le biofuel, pour la plupart des navires qui est déjà accessible, le problème, c'est le sourcing du biofuel. Le biofuel, hein, on n'en a pas partout. Donc, ça a une grande capacité à décarboner, mais c'est cher et on n'en a pas partout. Ce n'est pas la meilleure solution. Donc, on a utilisé du liquide natural gas. Donc, celui qu'on utilise en majorité, c'est du gaz d'origine fossile, merci, d'origine fossile, qui ne décarbone pas autant. Il ne décarbone que de 20%. D'accord ? Le gaz d'origine fossile décarbone de 20% seulement. Mais par contre, si on utilise du biométhane ou si on utilise du e-méthane, on peut beaucoup plus décarboner. Le e-méthane, donc, on va prendre l'exemple, on va produire de l'hydrogène avec de l'énergie verte. Ensuite, on va le concaténer avec du CH4 pour donner du CH4 avec du CO2 pour donner du CH4 et ensuite on va le brûler sur nos bateaux. Le méthane, qu'il ait n'importe quelle origine, c'est la même molécule, c'est du CH4. Donc on n'a pas besoin de rétrofiter nos moteurs. C'est tout le temps la même molécule, c'est du CH4. Donc quelle que soit l'origine, que ce soit du biométhane, du e-méthane, c'est la même chose que du méthane. Okay ? Ce qui n'est pas vrai pour le biodiesel. Le biodiesel, c'est comme pour vos voitures, il y a un indice.
L'indice d'octane pour vos voitures, nous, pour les combustibles du navire, on a un indice. Donc il va falloir rétrofiter nos moteurs. Pour le méthanol, c'est comme pour le gaz. L'origine du méthanol, c'est pareil, c'est la même molécule, donc il n'y a pas besoin de rétrofiter les moteurs. Donc les navires sont déjà prêts pour utiliser ces technologies. Et il y a des technologies pour lesquelles on fait toujours de la recherche, l'hydrogène, l'ammoniac, et là je ne l'ai pas mis sur la slide, mais le nucléaire civil. Ok? Donc voilà, au moment où je vous parle, les technologies qui existent. J'ai une question. Pourquoi on ne met pas plus de rapport ou de vitesse pour descendre encore la vitesse du Pourquoi est-ce qu'on ne descend pas encore plus en vitesse? Pas en vitesse, en régime moteur. Alors, Plus de rapport pour descendre encore plus le tour minute. Alors, il y a deux choses à bien connaître. La première chose, c'est que sur un moteur cathédral, enfin sur un moteur de temps de grande taille, qui fonctionne au gaz, on injecte du diesel pour faire l'ignition, pour faire l'inflammation. Mais après, la façon dont la combustion se fait dans ce cylindre est très, très compliquée à rendre standard. C'est-à-dire que pour avoir entre deux cycles suivants tout le temps le même type d'explosion, enfin pas d'explosion mais d'inflammation dans le cylindre, c'est très dur de contrôler. Et si on avait une allure trop basse dans ce cylindre au moment de l'injection, on arriverait encore moins à contrôler cette inflammation et donc on aurait une baisse de rendement. Le régime optimum pour ces navires au gaz, c'est 50 RPM, de 50 à 55 RPM. Okay. Au-dessus, on a encore un bon rendement, mais si on descend trop bas, le rendement devient moins bon. Donc la courbe de rendement, si vous voulez, à bas régime, elle n'est pas très bonne. Elle devient meilleure, enfin si c'était la consommation, ce serait une courbe comme ça, en U. Okay. Plus on augmente, plus c'est exponentiel la consommation. Mais quand on réduit la vitesse, on a aussi une petite augmentation de la consommation au milieu. Okay. Voilà. Et on a également du Vélic. Donc, pour ceux qui étaient présents la semaine dernière, voilà, Neoline. Donc, on a aussi du Vélic. Bon, forcément, c'est pour des plus petits bateaux. Un porte-container, c'est 23 000 boîtes au maximum, 23 000 containers. Là, on est sur 300 containers maximum. Donc, on n'est pas du tout dans la même gamme, mais c'est aussi du transport qui fonctionne très bien, avec une diminution de près de 70 à 80% des émissions carbone. Excusez-moi, peut-être que vous pouvez dire ce que c'est que le Vélic, parce que tout le monde ne sait pas forcément. Ok. Oui. Donc la propulsion Vélic, c'est la propulsion à la voile. Donc nous, ce bateau, il est sorti de chantier le 25 septembre. Il est arrivé le 5 octobre ici à Marseille. Et donc c'est des copains à moi qui étaient pilotes dessus, pilotes de Marseille. Et donc ils ont fait la rentrée du bateau au port de Marseille jusqu'à ce qu'ils arrivent à la passe nord. Ils l'ont fait à la voile, et donc même une partie a été faite, toute la partie de la passe nord a été faite sans aucun moteur en marche, vraiment que à la voile. Donc ce bateau fonctionne très bien à la voile, il était à 10 nœuds à la voile pure, et après forcément pour la manœuvre, ils ont redémarré le moteur. Voilà. Donc la meilleure énergie, c'est l'énergie qu'on ne brûle pas. C'est pour ça que un peu partout dans le monde, on va brancher nos navires quand ils sont à quai. On a vu que le navire à quai continuait à émettre du CO2 et les moteurs tournaient. Donc pour éviter que les moteurs continuent de fonctionner, on va les stopper et on va produire l'énergie du bord à travers l'électricité qu'on va récupérer de la terre en se branchant. C'est ce qu'on appelle le col d'aérobie. Donc comment ça se passe ? Le navire arrive à quai. En face du container avec le câble du navire, on va avoir sur le quai des branchements possibles. On va venir brancher le navire. Voilà, on a un exemple ici, shore power. Et donc, l'électricité va venir servir à faire fonctionner tous les appareils du bord. Et 1 heure avant le départ, on va redémarrer les appareils qui fonctionnent au fioul, au gaz ou à d'autres énergies. Et ensuite, on va débrancher le câble.
Donc, on a fait un zoom out. Donc là, ça veut dire qu'il y a un navire qui est branché. Vous voyez, on surveille en temps réel, la consommation de nos navires quand ils sont à quai. Donc la méridionale appartient à CMA-CGM et vous avez pu voir qu'on peut surveiller sa consommation ainsi qu'en Chine, ainsi qu'aux États-Unis et en Europe. Pour information, en 2030, il sera obligatoire de brancher tous les navires de charge dans les ports européens. Aux États-Unis, en Californie, il est obligatoire de brancher les navires. On doit être branché à 100%. En Chine, on est déjà à une obligation de 40% de branchement. En Chine, ils vont tellement loin qu'ils nous rendent l'électricité, mais alors beaucoup moins cher que le combustible. Ce qui fait que même pour nous armateurs, le fait d'être branché nous revient moins cher. C'est-à-dire que non seulement il y a un attrait écologique, mais il y a même un attrait économique. Et je pense que c'est une vraie avancée politique. À partir du moment où vous rendez la source écologique moins chère que la source normale, ça devient pour l'armateur une évidence. Excusez-moi. Oui. Est-ce que vous pouvez donner des chiffres pour Marseille? Non, je ne peux pas donner les chiffres pour Marseille, ils sont confidentiels. D'accord. Merci, bonne question. Voilà, là vous avez les chiffres mondiaux, globaux, hein, pour avoir un ordre d'idée de l'énergie que l'on peut récupérer. Juste pour que vous ayez un ordre d'idée, c'est du 6600 volts qui alimente les navires de commerce au transport de marchandises et 11 000 volts pour les navires à passagers. Il faut compter entre 2 et 6 mégawatts en fonction du navire. C'est l'équivalent d'une ville de 10 000 habitants. Continue. Continue. Donc on a vu comment ne pas consommer lorsqu'on est à quai. On a vu qu'il fallait être discipliné sur les horaires pour ne pas surconsommer. Maintenant, on va voir comment l'intelligence artificielle nous permet, lorsqu'on est en mer, d'aider le commandant à encore moins consommer, même s'il a une vitesse déjà réduite à 16 nœuds. Donc, tout commandant, avant de partir en mer, pour aller du port précédent au port suivant, va construire ce qu'on appelle un passage plan. Un passage plan, ça va inclure tous les waypoints, les vitesses, la météo qu'il va rencontrer, le clair-sous-quille, les dangers isolés qu'il va avoir tout au long de son trajet. Enfin, ça va tout inclure. Ce passage plan, il va nous l'envoyer à la tour CMA-CGM, au Fleet Center. Dans ce Fleet Center, nous, on va avoir des jumeaux numériques du bateau. Là, je commence à parler chinois. Donc, comment ça se passe? Tout bateau qui sort du chantier, pendant 3 mois, on va récupérer toutes les données de consommation, toutes les données de puissance, toutes les données d'émission, toutes les données du bateau. Il y a 9000 capteurs sur 23 000, il y a 9000 capteurs, et ces 9000 capteurs, à travers Smart Chip, à travers les satellites, vont donner leur valeur en temps réel à terre. Nous, avec toutes ces valeurs, on va mettre de l'IA qui va nous construire une sorte de jumeau numérique du bateau. Donc avec toutes ces équations, en fonction de son assiette, en fonction de son remplissage, en fonction de sa vitesse, en fonction de plein de choses, va nous dire comment le bateau va consommer. D'accord? En fonction de cette consommation, donc ses émissions CO2. Donc on a le jumeau numérique. Derrière, une fois qu'on a le jumeau numérique du bateau, il nous faut lui opposer les courants, la météo et le comportement du commandant. C'est-à-dire que s'il y a beaucoup de bateaux à éviter, on va consommer plus. Donc quelquefois, il est important de passer un peu loin des côtes, loin des pêcheurs, pour ne pas avoir à faire anticole. Parce qu'à chaque fois qu'on met un angle de barre, eh ben, on va consommer plus. Donc le fait d'avoir une route un tout petit peu plus longue, mais de passer loin de la concentration de navires, on n'aura pas à manœuvrer pour de l'anticole, et donc on va consommer moins. Donc tout ça, c'est pris en compte par une IA qui va faire le calcul, une IA générative, et qui va nous proposer la route orange. Donc le commandant a fait la route bleue, l'IA a fait la route orange. Et la différence entre les deux peut nous faire économiser entre 200 et 300 tonnes de CO2 par voyage. On fait ça avec les 700 navires du groupe, toutes les 6 heures. Pourquoi toutes les 6 heures?
parce qu'on reçoit des données météo toutes les 6 heures. Donc, comme on reçoit des données météo toutes les 6 heures, on refait le calcul. Ensuite, on propose le nouveau passage plan au commandant, et ainsi de suite. On économise avec cet outil, depuis 4 ans, 400 000 tonnes par an en moyenne de CO2. Donc ça représente environ 2% d'économie. C'est excellence opérationnelle. Ce que vous voyez à l'écran là, c'est 2% de CO2 d'émission. Donc c'est pas, vous voyez, c'est pas beaucoup. Donc on est parti de la réduction d'allure, qui était la grosse part de réduction de CO2. Ensuite, on a vu l'excellence opérationnelle dans les ports, qui est encore une grosse part des émissions de CO2. On a vu le changement de combustible, qui est une part importante des émissions de CO2. Et là, on rentre de plus en plus dans le détail pour venir chercher les derniers pourcentages d'économie de CO2. Okay. Continue. Tout ça, c'est pas le monde des bisounours. Le monde est soumis à la météo. Et là, vous avez juste 30 jours de météo qui vont s'afficher, avec tout ce que ça va entraîner de perturbations dans tout ce qu'on vient de mettre en place depuis le début de la conférence. Donc vous avez tout mis bien en place, vous avez tout fait. Vous avez discipliné vos horaires, vous avez discipliné vos ports, vous avez mis du bon combustible, vous avez mis de l'intelligence artificielle pour optimiser vos routes, et d'un seul coup, pouf, la météo vient tout vous bousculer. Vous avez ici en bleu les navires qu'on met à l'abri. Vous avez en jaune les navires qui sont carrément cachés de l'autre côté de la côte. Et en marron, les ports qui sont fermés. Et donc, avec tout ça, il faut quand même que vous arriviez à minimiser votre impact CO2. Et dites-vous qu'en plus de tout ça, vous avez des clients qui vous disent « j'attends ma marchandise ». Ça fait une équation assez complexe. Et malgré tout, on y arrive. Continue. Vous vous rendez bien compte que faire tout ça, CMA CGM tout seul, on ne peut pas y arriver. C'est pour ça qu'on a créé New Energy Coalition. C'est un ensemble de différents opérateurs, que ce soit shipping, que ce soit truck, avion, portuaire, énergie. On a beaucoup, vous voyez toutes les marques ici, qui se sont rassemblées pour réussir à décarboner. Parce que le shipping représente que 3%. Il faut que l'ensemble des collaborations soient réunies en une seule coalition. C'est pour ça qu'on a créé ce New Energy Coalition. Donc 3 objectifs. Support de New Energy Production. On a vu que les nouvelles sources d'énergie, c'était la plus grosse part d'économie de CO2. Raising Awareness of Regulatory Impacted Needs. En gros, il va falloir qu'on mette en face du bon navire la bonne technologie. Je vous donne un exemple. Si on a un navire qui fait un petit voyage, qui fait Southampton, Le Havre, Southampton. Ce navire-là va pouvoir avoir comme énergie de l'hydrogène, parce qu'il fait des petits voyages. L'hydrogène a une faible capacité calorique, ce qui veut dire que quand on brûle de l'hydrogène, il n'y a pas beaucoup d'énergie. Par contre, un navire qui va faire Le Havre, Chine, Le Havre, a besoin d'emporter pour faire ce voyage beaucoup d'énergie. C'est pour ça qu'on y met du LNG ou du méthanol. Après, un navire qui va faire Nantes, États-Unis, on va y mettre de la voile, néoline, parce que les alizés souffrent de manière régulière. Vous voyez, il va falloir qu'on adapte l'énergie au trafic. Oui ? Non, quand je dis brûler, c'est un abus de langage. L'énergie contenue dans une molécule, dans une molécule d'hydrogène est beaucoup moins importante. Une mole d'hydrogène est beaucoup moins importante qu'une mole de méthane. Voilà. Ensuite, Accelerating Solution. On veut arriver à la neutralité carbone en 2050 et on voit qu'on est en 2025. On se rend bien compte que les bateaux qu'on va construire demain, on va les utiliser pendant 25 ans. Donc ça veut dire que ceux qu'on construit demain seront toujours en service en 2050.
Exactement. Donc il faut prévoir dès maintenant pour pouvoir rétrofiter les bateaux de 2050. Et il faut prévoir dès maintenant la technologie du futur, qu'on ne connaît pas encore. Continue. Voilà l'ensemble de nos partenaires. Et comme vous pouvez le voir, il y a de la grosse entreprise, de la petite entreprise, des startups, des instituts. Et on travaille tous ensemble. Les fonds nécessaires pour trouver les nouvelles technologies sont juste énormes. Ce n'est pas un individu tout seul qui va y arriver, c'est vraiment une coalition. Voilà, tous les sujets sur lesquels on travaille. Voilà. Et après, il y a l'adresse de... Et si parmi vous, il y a des gens qui veulent venir dans cette coalition, voilà l'adresse de la personne qu'il faut contacter. Je vous l'ai mise parce qu'elle fait un excellent travail. Et si vous avez besoin, si vous êtes entrepreneur ou si vous avez une solution, on est preneur. Amenez-nous vos solutions, on prend tout. Voilà. C'est fini pour moi. Est-ce que vous avez des questions? Je vais prendre le micro pour Ouais. Pas de questions? J'ai été rapide. Allez, on va voir si Ça ne marche pas? Si ça marche. J'ai été un peu rapide peut-être? Oui, vous m'entendez? Oui, ça marche. Bon, je m'intéresse au fait que vous parliez de gestion à quai et que devient en fait la relation avec le chargement. Parce que quand vous déplacez, en fait, quand un bateau se déplace de sa place qui était prévue, le chargement, lui, il est resté à quai au même endroit ou pas loin. Ça dépend de combien de temps avant on a déplacé le bateau. En gros, ce que vous êtes en train de décrire, c'est le fait que le terminal, pour expliquer pour tout le monde, le terminal, avant que le bateau arrive, va se faire ce qu'on appelle du housekeeping, du nettoyage. Donc en gros, dans les travées qui sont dans le yard, pour mettre les containers, le terminal va préparer ses travées pour un chargement rapide. Donc effectivement, si on déplace l'endroit où le bateau va accoster la veille pour le lendemain, effectivement, on risque d'allonger le transport des containers sous le portique et donc de rallonger le temps à quai. Donc on évite de faire ça. Bien évidemment, des fois on est obligé, mais on évite de faire ça. Ce qu'on va favoriser, c'est un changement de quai 5 à 6 jours avant, ce qui permet au terminal de faire du housekeeping. Ça répond à votre question? Parfait. Merci.